Hello and welcome everyone. My name is Stéphane Aurel. Bonjour et bienvenue à tous, je m'appelle Stéphane Aurel et je suis journaliste d'investigation au Monde. Je suis spécialiste sur l'influence des entreprises et la science. Je serai la modératrice de ce webinaire qui mettra l'accent sur la course au vaccin contre le Covid-19. Donc, beaucoup de mauvaises nouvelles. Le monde attend avec impatience un vaccin efficace et sûr pour atténuer l'incidence de la pandémie de Covid-19. En effet, un certain nombre de vaccins entrent dans leur dernière phase de leurs essais accélérés et les attentes sont très élevées. Toutefois, la mise au point d'un vaccin sûr et efficace, en particulier dans un délai aussi court, est semée d'embûches. Alors, la science n'est pas neutre, ce n'est pas comme la comté dans Le Seigneur des Anneaux. La science est plutôt comme un groupe de hobbits qui cherchent la vérité avec insistance. Donc il faut prendre toute une série de critères en compte, médicaux, scientifiques et commerciaux également. Comment est-ce que les scientifiques peuvent rechercher, comment est-ce que les journalistes peuvent écrire sur ce thème en particulier, sur un thème pour lequel ils ont devenu experts très rapidement? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous avons deux excellents orateurs. Avant que je les présente, j'aimerais vous signaler que nous offrons de l'interprétation en français et en russe. Ainsi, des interprètes nous ont rejoints en coulisses. Vous avez déjà pu prendre connaissance des instructions, mais je vais les répéter. Vous devez choisir la langue, anglais, français ou russe. Pour écouter le webinaire en anglais, vous pouvez cliquer sur l'icône de globe en bas de l'écran, puis vous cliquez sur anglais, puis vous éteignez votre micro en appuyant sur Mute Original Audio. Et vous pouvez faire la même chose pour le français ou le russe. N'oubliez pas d'appuyer sur Mute Original Audio, éteignez votre microphone. Alors, c'est un webinaire consacré à la course au vaccin. Le GIGN vient de publier un guide de 90 pages qui couvre différents thèmes comme le développement de médicaments, l'influence des entreprises, la recherche au vaccin et l'influence de groupes d'intérêt. Donc nous sommes ravis d'être réunis dans ce webinaire avec une journaliste d'investigation et un scientifique qui se concentre sur le processus de validation des médicaments. Donc, on va se pencher sur les processus à l'œuvre avant, pendant et après l'approbation d'un vaccin. Donc, des astuces seront partagées, notamment à propos des écueils à éviter lorsque l'on écrit sur la science. Serena Tinarit est journaliste d'investigation médicale et cofondatrice de ReadCheck, une organisation suisse à but non lucratif dédiée à l'investigation et à la cartographie des affaires de santé. Elle est spécialisée dans la sécurité des médicaments, la médecine factuelle et les conflits d'intérêts. Elle est formatrice, conférencière et modératrice. Elle a écrit de nombreux reportages sur la grippe porcine et le Tamiflu. Elle est l'une des co-autrices du nouveau guide du GIJN. Bonjour Serena. Peter Doshi est docteur en pharmacie. Il est associé de recherche sur les services santé pharmaceutique à l'école de pharmacie de l'Université du Maryland et rédacteur en chef adjoint au BMJ, le British Medical Journal. Ces recherches portent sur le processus d'approbation des médicaments, sur la manière dont les risques et les avantages des produits médicaux sont évalués et communiqués, et sur l'amélioration de la crédibilité et de la précision de la synthèse des preuves et des publications biomédicales. Merci, Peter. Avant de commencer, quelques mots à propos du GIJN, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est le plus grand réseau mondial d'organisations de journalisme d'investigation à but non lucratif. 203 organisations membres, dans 80 pays. Ils collaborent avec des journalistes partout dans le monde et dans tout type de structures, des organisations à but non lucratif, des organisations commerciales et avec des journalistes indépendants. Ils disposent, ce réseau, d'un large éventail de ressources et de fiches de conseils pour aider les journalistes du monde entier, y compris, comme je l'ai dit, dans le cadre du nouveau guide sur l'investigation en matière de santé et de médecine du GIJN. N'hésitez pas à le consulter et à consulter également les nombreuses ressources sur gijn.org. Nous aimerions également que vous participiez, cher public, donc vous pouvez nous envoyer des questions dans le chat et nous tenterons
d'y répondre dans la mesure du possible. Vous pouvez dès à présent commencer à poser des questions et une fois les présentations terminées, notre collègue Eunice O va compiler les questions et les poser. À toi la parole, Serena. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Je vais désormais partager ma présentation. And we can start. So, as Stefan already mentioned, Stéphane l'a déjà mentionné. Je suis cofondatrice de Recheck, qui est une organisation à but non lucratif que j'ai donc créée avec Catherine Gribar. Nous sommes tous deux des journalistes d'investigation travaillant sur le domaine médical. Nous travaillons avec différentes méthodes, différents outils et une déontologie qui est à la croisée des chemins entre le journalisme d'investigation et la médecine factuelle. Donc, tout cela se fait dans le cadre d'une approche commune. Pour les listes qui enquêtent sur ces sujets de se baser sur les principes de la médecine factuelle. C'est une année difficile pour tous. Toutefois, je dois dire que pour un journaliste d'investigation travaillant sur la médecine factuelle, c'est plus qu'une mauvaise année. C'est un annus horribilis. Comme Stéphane l'a déjà mentionné, du jour au lendemain, chaque journaliste a dû s'improviser expert en sujet de santé. Toutefois, il y a un problème. Enquêter sur les soins de santé, c'est difficile. La courbe d'apprentissage peut être abrupte. Devenir du jour au lendemain un journaliste travaillant sur le médical, eh bien, c'est un parcours parsemé d'écueils. Donc, beaucoup de mes collègues, je le sais, sont dans une situation difficile. Moi, je suis persuadé que l'on peut tous s'améliorer. Et je dois le signaler, je pense que le travail qui a été réalisé n'a pas été excellent. Je pense que nous pouvons nous améliorer et cela sera bon pour le public, car ce que nous faisons actuellement a une incidence sur les politiques, les gouvernements, les citoyens. Donc nous devons améliorer notre approche. C'est la raison pour laquelle nous avons ce guide GIJN. Je vais vous dire où vous allez pouvoir consulter ce guide. Ceci est la couverture du guide. Ce guide a été commandé et publié par le GIJN. Il est en accès libre. Vous pouvez le trouver sur le site web du GIJN. Voici la table des matières. L'idée sous-jacente au guide, c'est de fournir des outils qui permettent d'évaluer les preuves, de se pencher sur le ratio risque-bénéfice de tout produit, de toute politique, et aussi de divulguer toute mauvaise pratique ou corruption. Donc, il y a de nombreuses astuces dans ce guide de 90 pages. Plus de 500 ressources différentes s'y trouvent. Vous pouvez l'utiliser comme un manuel, simplement le feuilleter comme un livre ou sélectionner le chapitre qui peut vous épauler dans le cadre de votre travail de journaliste. Nous avons également une préface portant sur la crise du Covid-19. Il s'agit ici plutôt d'astuces et de principes que nous souhaiterions que les journalistes gardent en tête lorsqu'ils écrivent sur le Covid-19. Alors, parmi ces outils relatifs à l'écriture sur le Covid-19, il y en a une qui est essentielle. C'est d'être extrêmement prudent lorsque l'on écrit sur ce sujet. Donc, dans le chapitre sont consignées différentes astuces, mais celles-ci sont les principales. Ne simplifiez pas à l'extrême. Deuxièmement, soyez prudent lorsqu'il s'agit de modèles.
car cette crise a été le théâtre de toute une série de modèles prédictifs. Mais les modèles sont en général des prédictions, donc il faut qu'ils soient sortis d'un avertissement. Il faut également s'en tenir aux meilleures preuves scientifiques. Pour ce faire, il faut dans un premier temps comprendre ce que sont les meilleures preuves scientifiques. Et dans ce guide, vous avez de nombreux outils qui vous permettent de découvrir cela. Il faut donner du contexte. Toute statistique n'a pas de sens si elle n'est pas placée dans un contexte. Souvent, les journalistes ne donnent pas suffisamment de contexte en la matière. Donc, pour dire, pour qualifier quelque chose d'anormal, il faut qualifier ce qui est déjà normal. Enfin, il ne faut pas tomber victime du battage médiatique. Puis, il faut également prêter attention à ce qui a déjà été dit, car le plagiat ne sert personne. Il y a beaucoup d'autres informations dans le guide. Alors, quelle est la couverture médiatique de la course au vaccin? Voici quelques-unes des unes, notamment relatives au vaccin de Pfizer. Donc, toutes ces unes, bon, des unes pour AstraZeneca, Moderna, Oxford, etc. Donc, toutes ces unes sont basées sur des communiqués de presse. Donc, la source de ce journalisme, c'est tout simplement un communiqué de presse. D'ici peu, le Royaume-Uni va commencer à distribuer le vaccin Pfizer. Et la source du journaliste, c'est un communiqué de presse du gouvernement. On est d'accord. Un communiqué de presse du gouvernement, ce n'est pas une source journalistique. Tous ces articles, à quelques différences près, parlent de l'efficacité et de la sécurité du vaccin en se basant sur les communiqués de presse des entreprises pharmaceutiques. Certaines soulignent parfois le manque de données ou l'absence d'accès à des données, mais la plupart de ces articles n'en font pas tout un fromage. Et cela n'est pas bon. Nous devrions tous être préoccupés de ce manque d'accès aux données. La plupart de ces articles parlent de la date de commercialisation, des groupes qui seront vaccinés en premier. Ce sont leurs angles d'écriture. Mais ça, ce ne sont pas les sujets qui devraient nous préoccuper au plus haut point. Penchons-nous rapidement sur quelques-uns des thèmes qui devraient attirer notre attention en tant que journaliste. Dans ce guide, vous pouvez identifier des connaissances qui vous permettent d'avoir une meilleure lecture de la situation. Dans la préface, le chapitre 1, le chapitre 2. Dans le chapitre 2, le chapitre qui s'intitule « Une étude n'est pas simplement une étude ». C'est crucial, car il y a des différences fondamentales entre différents types d'études. Tout cela est présent dans le guide. Je vous encourage à garder à l'esprit ce qui a été dit à propos des statistiques par Darrell Huff. On peut faire dire aux statistiques ce que l'on veut. Donc, je vous encourage à lire ce livre de Darrell Huff, « Comment faire mentir les statistiques ». Page 13 du guide, vous avez ce graphique. Peter Doshi va vous en montrer un similaire. Et il se penchera dessus davantage. En deux mots, voici le processus d'approbation d'un médicament ou d'un vaccin. Voici les étapes qui sont suivies. Ce sont des étapes qui sont standardisées, fixes. La commercialisation a lieu à la fin de la phase 3. C'est notre situation actuelle. On pourrait en parler en long et en large de ce graphique. Mais ce qui est crucial pour vous, c'est
se rendre compte que, la sécurité et l'efficacité d'un vaccin n'est normalement vérifiable qu'après une décennie. Et la situation actuelle diffère de ce graphique. En tout cas, il vous faut connaître ce graphique pour bien comprendre la situation actuelle. Nous sommes actuellement face à une procédure accélérée qui a de nombreux noms, que l'on appelle en anglais fast track, procédure accélérée. Cette procédure accélérée était à ses débuts un processus qui permettait d'apporter rapidement des solutions à des patients qui avaient des besoins spéciaux. Donc c'est une procédure qui permet d'avoir une approbation plus rapide en réduisant le nombre et la qualité des preuves que le secteur doit fournir. Toutefois, il faut garder en tête que le fast track, récemment, la procédure accélérée, est devenu un raccourci pour les entreprises pharmaceutiques qui leur permet tout simplement d'éluder ou de raccourcir ces différentes procédures. Dans le chapitre 1, vous aurez les fondations relatives au développement des médicaments et leur approbation. Vous pourrez découvrir des éléments très importants comme la conception de l'étude, mais également les protocoles d'essai. Chaque essai, chaque étude doit fixer ses objectifs. Que veut-on mesurer? Donc, quel est le résultat que l'on veut obtenir? Alors, à propos de ce vaccin, eh bien, ce que je viens de mentionner, ce sont des éléments qu'il faut absolument garder en tête. Il y a une bonne nouvelle, c'est que tous ces protocoles d'essai relatifs au vaccin contre le COVID-19 sont publics. Sur le site web de RIAT, vous avez d'excellentes ressources. Dans les protocoles d'essai, vous pourrez collecter toutes les informations essentielles. D'ailleurs, c'est étrange, il y a eu beaucoup de couverture médiatique de cette course au vaccin, mais les journalistes ne sont pas allés vérifier les protocoles d'essai. Il ne faut rien prendre pour acquis dans cette situation. Donc, je vous encourage à lire l'article du Centre pour la médecine factuelle. Donc, ils ont une section consacrée au COVID-19 et qui met l'accent notamment sur la définition différenciée qu'ont les différents pays du Covid. Covid, c'est le nom de la maladie, mais SARS-CoV-2, c'est le nom du virus. Mais tout le monde qualifie la pandémie de Covid-19, donc cela n'est pas exact. En matière de définir ce qu'est un cas Covid, eh bien, il y a toute une palette d'options à votre disposition. Donc, il faut pouvoir identifier certains drapeaux rouges, en quelque sorte. Donc, il faut pouvoir réfléchir à la définition de l'infection. Puis, il faut également réfléchir aux caractéristiques des individus qui font l'objet d'un essai, l'âge, les antécédents. Car nous savons que ce virus peut être dangereux pour les personnes âgées avec 2 ou 3 facteurs de comorbidité. Donc, ça, c'est une information essentielle. Il faut savoir combien d'individus tombaient dans ce groupe vulnérable. Donc, vous pouvez avoir toutes ces informations dans le protocole d'essai. Un des problèmes considérables que nous avons, c'est qu'il n'y a pas de données relatives à ces études, ces essais. Donc, il faut être au fait du résultat que cherche à mesurer et à évaluer ces études. Était-ce l'objectif d'évaluer les cas graves de COVID-19, de prévenir une infection
eh bien, vous trouverez ces réponses dans le protocole d'essai. Quel est l'objectif pour un vaccin? Dans un premier temps, vous voulez réduire le risque de contracter une forme grave et d'être hospitalisé. Deuxièmement, on souhaite que le vaccin prévienne l'infection, donc briser la chaîne de contamination. Alors, on peut, grâce à ces protocoles d'essai, déterminer comment ces essais sont conçus pour répondre à ces questions. Donc, nous avons un véritable problème en la matière et Peter Doshi va vous en parler. Je vous le dis, ces essais n'ont pas été conçus dans cet esprit. C'est un problème. En tant que journaliste, de voir que toute cette couverture médiatique ne traite pas du sujet important, eh bien, ça me chagrine. Voilà pour ma présentation. À toi la parole, Stéphane. Presentation. And now let's cross the Atlantic to hear Peter Doshi. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Et maintenant, nous allons traverser l'océan et nous rendre aux États-Unis et écouter Peter Doshi. La FDA, donc la Food and Drug Administration, on va nous en parler et on va également les comparer aux règles qui s'appliquent dans l'Union européenne. Les décisions qui sont prises par ces agences ont une influence dans le monde entier. Nous pensons donc que... et je donne sans plus tarder la parole à Peter. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour à toutes et à tous, quelle que soit l'heure qu'il fait chez vous. Je vais vous parler des essais cliniques des vaccins de Covid-19 et je cherche maintenant ma présentation afin de partager mon écran avec vous. Voilà, un petit moment de patience, partage d'écran et j'espère que vous êtes maintenant en mesure de voir ma présentation. Et surtout, n'hésitez pas à me signaler. Stéphane Aurel, la facilitatrice, indique qu'on voit bien les diapositives. Donc, je vais commencer par souligner l'importance de ces essais cliniques de phase 3. Alors, la raison cruciale, c'est que la phase 3 teste une hypothèse sur l'efficacité. Une hypothèse, c'est donc quelque chose qui permet de concevoir la manière de tester le fonctionnement. Et c'est également quelque chose qui va nous renseigner sur les effets secondaires, mais qui ne renseigne pas sur la sécurité du médicament en question sur le long terme. Dans le cas des essais de vaccins de Covid-19, l'hypothèse de test est que le vaccin va être en mesure de réduire le risque de contracter une forme symptomatique de la maladie d'au moins 50%. Si on atteint cet objectif, on considère que c'est une réussite. Et puis, j'aimerais également vous donner un élément de contexte en vous disant que on doit poser la question de savoir si la phase 3 des essais cliniques nous permettra d'éviter l'hospitalisation ou le décès du patient. À votre avis, qu'en est-il? J'aimerais que ce soit un peu plus interactif. Donc, comment est-ce qu'on arrive à la phase 3? Ce que vous voyez ici, c'est un diagramme qui vous résume tout le processus de pré-approbation ou pré-AMM d'un médicament. Un médicament est testé en plusieurs phases. La phase 2, par exemple, ça sera des essais sur les animaux, mais les essais sur les êtres humains, eux, se produisent après. Et donc, la phase 1, c'est une phase dont on n'entend pas beaucoup parler. La phase 2, ça frémit, on en entend parler. Et en général, quand on entend parler, la phase 3, dernière
possible de savoir comment le médicament fonctionne. La raison qu'il y a autorisation peu éthique, étant donné qu'on sait que le produit est réputé efficace. Mais en fait, cela raccourcit les recherches que l'on peut consacrer à l'efficacité à proprement parler du médicament. Donc, la phase 3, c'est en phase 2 que l'on commence en fait à développer une hypothèse sur l'efficacité, mais c'est seulement en phase 3 qu'elle est testée. Et pour moi, il est vraiment important de comprendre la différence entre les deux phases et notamment d'être sensible à la différence. La phase 2, c'est vraiment une enquête qui vise à établir un potentiel, alors que la phase 3, c'est là vraiment qu'on cherche des preuves, quelque chose qui va donc au-delà d'un simple potentiel ou de vagues promesses. La phase 2, par exemple, peut avoir pour objectif de démontrer que le vaccin va susciter la formation d'anticorps. Mais des anticorps, c'est bien, mais ce n'est pas le seul objectif. Ce qu'on veut, c'est un bénéfice qui peut être évalué, à savoir chance de survie, bien-être du patient, etc. Donc, efficacité clinique. Ces avantages cliniques, eux, ne peuvent être établis qu'en phase 3, et c'est d'ailleurs là aussi qu'on peut mesurer quel est le degré de ces avantages. Est-ce un gros avantage, un petit avantage? La phase 3 permet également de procéder à une évaluation définitive de l'efficacité. Alors, vous l'avez compris, j'insiste énormément sur la différence entre la phase 2 et la phase 3 et l'importance de la phase 3. Donc phase 2, je le rappelle, promesse potentielle, alors que la phase 3, elle, permet d'évaluer de manière définitive les avantages. Alors, j'aimerais ici vous soumettre 3 citations des orientations de la FDA. Ce qui est intéressant, c'est que ce document a été publié avant le début de la présidence de Donald Trump. Et à l'époque, il y avait en fait une vraie chance que soit nommé à la tête de l'agence quelqu'un qui aurait simplement considéré que la phase 3 était superflue et que la phase 3, somme toute, n'était qu'un ralentissement à l'élaboration de produits qui se vendraient bien. Ce document a donc été produit, ces orientations ont été publiées afin d'insister sur la nécessité et l'utilité de la phase 3. Ici, vous avez un certain nombre de cas de produits justement qui n'ont jamais réussi à atteindre la phase 3. Malgré le potentiel d'activité antitumorale en phase 2, la phase 3 a montré que Brinavib n'a pas amélioré la chance de survivre des patients. Et puis, ce document reprend également 2 cas de vaccins. L'un, c'était un vaccin d'herpès génital. Malgré, je cite, des biomarqueurs positifs avérés en phase 2, la phase 3 a montré que le vaccin était incapable d'empêcher que le patient ne contracte la maladie. Et enfin, il y a également le V710, là encore, donc une enquête sur un vaccin anti-staphylocoque. On a constaté en phase 2 qu'il y avait bien anticorps, mais qu'en réalité, cela n'empêchait pas le patient de contracter la maladie. Donc vous voyez que établir un potentiel en phase 2, c'est une chose, mais qu'en phase 3, parfois, on s'aperçoit que l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Quelle leçon en tirer? On ne peut pas prévoir ce que va montrer une phase 3 ou pas. Il faut la faire. Dans le cas du SARS-CoV-2, qu'a-t-on effectivement testé ou que teste-t-on en phase 3? Et que veut dire la notion d'efficacité? Il y a eu plusieurs annonces prétendant que le vaccin était efficace. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, commençons par examiner cette pyramide. Et cela vous permettra de réfléchir à ce que vous vous attendriez d'un vaccin dit efficace. Cette pyramide montre que la maladie, en fait, se déploie sur un large éventail. On peut être asymptomatique ou avoir des symptômes faibles qui ne nécessitent pas une visite médicale et les symptômes s'aggravent jusqu'au décès du patient.
Vous voyez que le chiffre du bas, 33 millions, est 150 fois, plus de 150 fois le nombre de décès. L'hospitalisation et le décès des patients, néanmoins, ont un impact social plus fort. Le fait qu'on ait des symptômes faibles, ce n'est pas quelque chose qui nécessiterait qu'on mette en branle tous ces efforts. Par contre, le nombre d'hospitalisations et de décès, oui. J'imagine que la plupart d'entre nous, et c'est en tous les cas vrai pour moi, c'est qu'on souhaite que le vaccin doit sauver des vies et prévenir les formes les plus graves de la maladie. On aimerait que le nombre d'hospitalisations, et notamment en soins intensifs, ainsi que le décès de patients, soit évité. Alors, vous voyez ici les avis d'un certain nombre d'experts. Le bénéfice premier d'une vaccination sera de prévenir les formes sévères de la maladie. Peter Hotez, lui, qui est vaccinologue, indique on voudrait qu'un vaccin antiviral puisse atteindre deux objectifs. Tout d'abord, diminuer la possibilité de développer une forme sévère de la maladie et d'être hospitalisé. Deuxièmement, de prévenir la chaîne de transmission du virus et donc mettre fin à la pandémie. Sur National Public Radio, c'est dit simplement, le but premier d'un vaccin, c'est d'empêcher que les gens ne tombent gravement malades et ne décèdent. Mais en réalité, ce n'est pas du tout. Il n'y a pas de coïncidence entre ces objectifs et les objectifs des essais cliniques. En conformité avec les orientations de la FDA, le but était une efficacité à 50% de l'infection et donc soit effectivement une forme symptomatique positive en laboratoire ou une infection. Quant à l'efficacité, en réalité, elle ne devait être avérée qu'à 30%. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Si l'on regarde le protocole Pfizer, afin d'être considéré comme un cas avéré de Covid, il faut pouvoir cocher au moins un de ces critères. Vous avez ici la définition à l'écran, c'est quelque chose qui a été emprunté au protocole de l'essai. Ces protocoles d'ailleurs sont publics et donc vous pourrez les examiner en détail. Je crois que cela vaut vraiment la peine. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est que les cas de symptômes faibles sont des cas qui rentrent dans l'étude clinique. Il ne faut donc pas, il n'est pas nécessaire d'avoir développé une forme grave de la maladie. Vous pouvez faire partie de la cohorte, vous toussez un peu, vous êtes testé positif au coronavirus. Si le résultat de votre test est positif, vous pourrez faire partie de la cohorte et vous serez compté comme un cas infectieux. Ce que tout cela veut dire, c'est que, en fait, les essais ne sont pas conçus pour nous renseigner sur certains points, alors qu'ils nous renseignent sur d'autres points. Commençons par les objectifs qui ne font pas partie de la conception, à savoir, est-ce que le vaccin est capable de réduire les cas de Covid, quel que soit le degré de sévérité? L'essai clinique n'est pas censé prouver la capacité du vaccin à réduire le risque de contracter une forme sévère de la maladie et l'hospitalisation, le traitement en soins intensifs ou les décès. Ils ne sont pas non plus censés montrer être capables de réduire la transmission de la maladie, pas plus qu'ils ne doivent démontrer une efficacité dans les sous-groupes qui sont les plus à risque, donc typiquement les personnes âgées ainsi que celles souffrant de comorbidité. Ces essais ne sont pas encore conclus, ils se poursuivent, donc on ne peut pas dire que tous les éléments soient connus, mais les critères selon lesquels l'efficacité sera évaluée ne sont pas ce que l'on pourrait croire et il faudrait en réalité les définir de manière plus stricte. En effet, les trois questions que j'ai évoquées et qui me semblent être les questions les plus importantes ne trouvent pas de réponse dans la conception même des essais. Une des raisons pour lesquelles je pense que ce problème en fait n'a pas été repéré, c'est que tout le monde a pensé que, évidemment, on se concentrerait sur les formes sévères de la maladie. Ainsi, l'Institut national de la santé, elle a dit dans un communiqué de presse du 27 juillet, les essais cherchent à déterminer si un vaccin peut
empêcher les formes sévères de la maladie et empêcher un décès du patient. Or, comme je vous l'ai montré, ce n'est pas ce que ces essais cliniques sont censés démontrer. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai pris ma plume et que j'ai commencé à publier sur cette question. Donc vous voyez ici un article de septembre du New York Times et j'ai republié ensuite dans le British Medical Journal un article un peu plus développé qui montre que les experts, en réalité, ne se sont pas rendus compte que les essais cliniques ne répondaient pas à n'apportaient pas de réponse sur certaines questions. Alors, vous pourrez me dire, mais bon, finalement, est-ce que c'est important? Parce que si on peut empêcher les formes atténuées de la maladie, moins symptomatiques, dans ces cas-là, on pourra sans doute empêcher les formes les plus critiques, n'est-ce pas? Puisque la maladie s'aggrave. Alors, c'est vrai effectivement à l'échelle de l'individu, mais cela n'est pas vrai à l'échelle d'une cohorte. On peut très bien se trouver dans une situation où on constate statistiquement une réduction globale du nombre de cas à symptômes faibles, mais aucun bénéfice en ce qui concerne les hospitalisations, les formes les plus sévères et le décès. Ce qui veut dire que le vaccin, s'il est susceptible de réduire le risque de contracter la maladie parmi une population jeune et en bonne santé, il n'aura absolument aucun bénéfice pour les plus âgés. Il s'agit là de moyenne. Étant donné que des sous-groupes sont particulièrement vulnérables, leur cas est noyé dans la masse statistique. Voilà. Voyons ici un scénario hypothétique. On peut imaginer une cohorte de 15 000 participants. 12 000 de ces participants sont à faible risque. 3 000 sont des personnes âgées et donc on peut s'attendre à ce que les facteurs de comorbidité soient plus importants et qu'ils soient plus à risque. Quand on examine les résultats des essais cliniques, vous allez constater qu'il n'y a que 60 cas de Covid dans le groupe vaccin, alors qu'il y en avait 50 dans le placebo, ce qui est positif. Mais ensuite, quand on examine par catégorie de patients, on constate que les différences s'accroissent considérablement. Parmi, parmi les participants à faible risque, ils ne sont que 32 à avoir un faible risque, alors qu'ils sont 28 dans le groupe vaccin parmi les seniors, alors que ces chiffres sont de 120 et de 30 pour les plus âgés dans le groupe placebo. Vous en tirez la conclusion. Ce que cela veut dire que, en fait, on n'a que 60% d'efficacité totale. Mais en moyenne, et que ce chiffre baisse à 7% pour les plus âgés. Et donc, on constate que le vaccin sera moins efficace sur les seniors que sur une population d'âge moyen en bonne santé. Pour ce qui est de la question, est-ce que les groupes les plus vulnérables seront protégés par le vaccin? Eh bien, la réponse est négative, car ils ne seront pas aussi bien protégés que ceux qui sont en bonne santé. J'aimerais maintenant compléter l'information. Dans le groupe traité par le vaccin, vous voyez qu'il n'y a en réalité aucune différence. 3 hospitalisations de chaque côté, un décès de chaque côté. Donc, dans ce scénario hypothétique, on aurait un essai clinique qui justifierait l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, alors même qu'en réalité, il n'y a pas de différence pour les cas les plus sévères. Ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que nous avons lu dans la presse qu'il y avait une efficacité de plus de 90%. Voici le cas de Moderna. Le laboratoire a prétendu que l'efficacité contre les formes les plus sévères, hospitalisation et décès, était de 100%. Mais je me demande vraiment quelle est la définition des formes sévères. Est-ce qu'il s'agit vraiment là de formes sévères? Et dans ces cas-là, quel degré, quel niveau de sévérité? Le communiqué de presse ne dit rien en ce qui concerne l'hospitalisation, la mise sous ventilation, les soins intensifs, etc. On n'a aucun élément et d'ailleurs, il n'y a eu qu'un décès dans les essais cliniques. L'article du British Medical Journal est quelque chose dont vous voyez le début ici, ça date du 26 novembre et pour moi, cela résume bien ça fait bien le point sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas à l'heure actuelle. Or, en réalité, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons. Nous n'avons pas encore de données qualitatives qui nous permettent de savoir quelle sera l'efficacité du vaccin, car en effet, ce n'est pas là l'objectif ou le critère selon lequel l'étude a été conduite. Nous ne savons pas de combien de pourcents le risque d'hospitalisation
de décès est réduit. Nous ne savons pas non plus quelle est l'efficacité sur les enfants, sur les adolescents. En effet, ni enfants ni adolescents n'ont été inclus dans les cohortes. Nous ne savons rien, par exemple, sur les personnes immunodéprimées. Nous ne savons rien non plus sur la méthodologie, est-ce que c'est en double aveugle, rien sur les effets d'ailleurs à long terme non plus, 3, 6, 12 mois. Nous ne savons pas si c'est comparable au vaccin contre la grippe. Si l'on se base sur le vaccin de la grippe, on sait qu'il y a une courbe décroissante à long terme. Et j'aimerais également savoir si tous les cas de Covid qui avérés ont effectivement été enregistrés. Vous verrez que là, c'est un argument relativement technique et il faudrait lire l'ensemble de l'article pour voir ce que je veux dire. Mais afin de pouvoir savoir quelle est la méthode d'enregistrement des cas avérés, il faudrait en réalité disposer des données complètes. Donc, j'aimerais, pour finir, vous soumettre ces deux questions. Vous savez bien que le diable se cache dans les détails. Et je crois qu'ici, il y a de quoi s'inquiéter. Il faudrait avoir accès à toutes les données et, à mon avis, vu la sévérité de la crise, on devrait pouvoir avoir accès à la totalité des données. Deuxièmement, il y a 3 options possibles d'AMM. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit. L'autorité de régulation met fin automatiquement à l'évaluation scientifique de phase 3, puisqu'on ne pourra plus avoir 2 groupes, un groupe placebo et un groupe vaccin, ce serait non éthique. Et donc, cela soulève des questions vraiment critiques. Il y a une manière d'administrer le vaccin sans compromettre la rigueur scientifique. En effet, on comprend qu'il y ait certains patients nécessitent un accès urgent et donc il y aurait en fait possibilité de donner accès au vaccin sans qu'il y ait là une AMM. Alors, cela s'appelle le Extended Access Program, EAP, selon son sigle anglais, qui permet de vacciner pour des raisons de compassion, alors même que le vaccin n'est pas encore officiellement reconnu. Je crois qu'on devrait beaucoup plus se concentrer là-dessus et je serais heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Over to you, Stefan, I think, or? Stéphane, à toi la parole. Je crois que c'est à Eunice désormais de prendre la parole et de poser les questions du public à Serena et à Peter. Je vois qu'il y a eu de nombreuses questions qui ont été posées dans la section questions-réponses. Oh, how do I sound like? Yes, can't hear you, Eunice. Eunice, on ne t'entend pas. Les interprètes signalent qu'ils entendent bien Eunice, en revanche. I think I can see the Q&A. We can't hear you. Alors, moi, je vois la session questions-réponses. Okay. Eunice, you are on the off channel. No. Oh, hi. Can everyone hear me now? Sorry for that technical problem. Tout le monde devrait m'entendre maintenant. Mes excuses pour le souci technique. Alors, commençons avec deux premières questions. Donc, quelles sont les vulnérabilités spécifiques lors du processus d'approbation et de déploiement, notamment pour les faux certificats de vaccination ou du lobbying pour les premiers groupes vaccinés? Alors, outre les études douteuses, aux objectifs douteux, quelles sont les autres choses qui devraient préoccuper les journalistes? Serena, tu pourrais répondre à la première question relative à la corruption, au conflit d'intérêts et le fait que ces éléments soient interconnectés.
C'est retour à la case départ pour nous. Notre problème est autrement plus grave. Notre principal problème ici, c'est de garantir un accès libre à toutes les données. Il faut que des individus comme Peter Doshi puissent analyser les preuves. On ne peut pas se baser simplement sur un communiqué de presse. Les régulateurs font ce qu'ils peuvent, mais il faut être conscient que l'environnement est actuellement extrêmement complexe, car le gouvernement, le législateur sont sous pression. Le processus est ainsi accéléré, et ce n'est pas une bonne chose. En outre, en matière d'enquête, l'on pourrait se pencher sur les conflits d'intérêts. Dans le guide, il y a des chapitres consacrés à cela. Il y a un terme Key Opinion Leader, donc les leaders d'opinion principaux, travaillent souvent pour le secteur pharmaceutique, mais pour le gouvernement simultanément. Donc ces KOL, ces leaders d'opinion principaux, jouent un rôle prépondérant, mais je suis certain que nous avons de tels faiseurs d'opinion travaillent en coulisses sur le vaccin. Donc, je ne crois pas que le problème soit lié à des faux vaccins ou à la distribution du vaccin. Je pense qu'ici, le problème principal, c'est le manque d'accès aux données. Et également, il faut penser à bien contrôler qui fait quoi pour le gouvernement, quels experts, quelles affiliations à quelle entreprise. Il faut savoir tout cela. Alors, certains experts veulent que les entreprises pharmaceutiques ne soient pas responsables devant la loi pour certaines pour certains de leurs produits. Et donc, ce serions nous, citoyens, qui serions responsables pour nous-mêmes si l'on choisit d'être vaccinés, et non plus les entreprises pharmaceutiques. Merci, Peter. Merci, Serena. Peter, tu peux peut-être répondre à la deuxième question. Qu'est-ce qui a changé pour le développement du Covid-19 par rapport au développement traditionnel? Comment cela fonctionnait avant? Oui, il y a une question qui nécessiterait une réponse circonstanciée. Et c'est quelque chose qui a en effet fait l'objet d'un certain nombre d'études. Un élément positif, c'est que pour la première fois, on a pu avoir accès au protocole d'essai, alors même que les essais avaient lieu, et cela avant la demande d'autorisation de mise sur le marché. Et donc, c'est là vraiment un effet positif de la pression qui s'exerce sur les laboratoires pharmaceutiques. Mais d'un autre côté, un aspect moins positif, c'est entre autres que quand on est à la place des régulateurs et qu'on voit que la demande d'AMM est un peu problématique, il est extrêmement difficile de dire non ou d'exprimer des réserves. Je crois que c'est vraiment une position très compliquée. Cela met donc en fait les régulateurs dans une situation tout à fait difficile et que la situation très particulière dans laquelle nous sommes a des effets à la fois positifs et négatifs. Mais je crois que ici, l'exigence de transparence est on ne peut plus forte et que il n'est pas possible de défendre la culture de secret qui d'habitude prévaut dans le développement de ces médicaments. En effet, il y a l'aspect commercial. Il y a, et ici, c'est quelque chose qui est tellement d'intérêt général que l'on ne peut pas se contenter d'une approche purement commerciale. Ces vaccins devraient pouvoir être discutés en connaissance de cause et cela suppose un accès complet aux données.
Je crois que c'est vraiment là le pilier de la transparence. Thank you, Peter. Merci, Peter. I think I'll just Merci. lower one question by one question. Alors, je pense que je vais peut-être un peu ralentir et procéder question par question. La question suivante est la question suivante. And roll out. Après que les vaccins soient approuvés et distribués, comment suit-on la vaccination, pour quelle durée et comment peut-on identifier les différents effets de ce vaccin? Bien, je ne peux que me référer au guide. C'est l'objectif de cette publication si opportune. C'est l'objectif, c'est de partager avec nos confrères et consoeurs journalistes ce que l'on peut faire. Donc, il y a tout un chapitre sur la supervision de la sécurité d'un produit déjà commercialisé. Alors, je vais rester bref, et Peter pourra peut-être ajouter quelque chose en la matière. Mais la logique sous-jacente à un essai randomisé de contrôle, eh bien, c'est qu'il y a deux groupes, le groupe placebo et le groupe vaccin. Mais le problème, c'est que la phase suivante est extrêmement courte, car tout a été raccourci. Et l'autre élément, et Peter pourra peut-être nous en dire plus, c'est que le groupe placebo va également être vacciné. Donc, les données seront brouillées. Donc, ce sera une situation difficile, mais Peter peut peut-être en dire davantage en la matière. Oui, c'est certain. Alors, avant l'approbation d'un vaccin, mais les données nous proviennent d'essais. Comme Serena l'a indiqué, il y a deux données, la durée et le nombre de personnes dans la cohorte. Pour l'instant, la moitié des essais n'ont été conclus qu'il y a 2 mois. Donc, il est difficile d'avoir une idée des potentielles conséquences. Elles ne se sont pas encore produites. Deuxième élément, 30 000. Ça semble beaucoup pour une cohorte, mais comparé à des millions ou à des milliards, eh bien, c'est infime. Donc, on parle d'effets secondaires rares ou de conséquences néfastes. Eh bien, souvent, ces pires conséquences n'émergeront pas lors d'un essai. Donc, détecter et contrer ces problèmes est nécessaire, mais souvent, ils ne sont identifiables qu'après la diffusion du vaccin à un plus grand nombre d'individus. Donc, cela pose la question du système de vigilance pharmaceutique. Il y a des structures qui sont en place. Il y a des individus dont c'est le travail à plein temps. Donc, il y a des exemples récents, comme le H1N1, ou le vaccin contre la fièvre porcine. Donc, il peut y avoir des problèmes, des échecs. Et en matière de vaccins développés dans le cadre d'une pandémie, eh bien, il y a parfois des signaux précoces que l'on peut collecter, mais il n'y a pas eu de réaction dans ce cas. Donc, précoce qui avait été détecté, et ce, seulement 7 ans après cette pandémie dont je parle. Donc, j'espère que le système sera amélioré et que les avertissements précoces seront respectés. Quant aux essais, il y a un autre problème, c'est l'exclusion de certains groupes. On a parlé de personnes immunodéprimées. Et ça, c'est une préoccupation particulière, car ces personnes seront vaccinées lorsque le vaccin sera commercialisé, mais elles sont pourtant exclues des essais.
Alors, si on ne connaît que les effets secondaires 7 ans après la vaccination, bien ça veut dire que ce sera un travail de longue haleine pour les journalistes. Alors, prochaine question. Quelle information a été rendue disponible à propos du vaccin russe? Les essais, les tests sont-ils similaires aux vaccins d'AstraZeneca, de Moderna ou de Pfizer? Les journalistes doivent-ils être au courant de certains éléments, Peter? I know the least about this. Alors, dans ce domaine, c'est dans ce domaine que je suis le moins informé. C'est ce protocole sur lequel je suis le moins informé. Submitted to the FDA. En effet, il n'y a pas là eu de dossier présenté à la FDA. J'ai contacté les contacts officiels en leur demandant une copie de leur dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché. C'est une adresse Gmail. En fait, on se trouve un peu face à un mur et c'est vrai que je n'ai donc absolument pas le même type de données. Ce que je peux dire, c'est que les États-Unis ont beaucoup insisté sur la grande différence entre leur approche et l'approche de la Russie, disant que la Russie, en fait, voulait autoriser le vaccin et puis ensuite tester son efficacité, alors que les États-Unis se présentaient comme poursuivant une méthode plus sérieuse, à savoir s'assurer que le vaccin était de qualité avant même qu'il ne soit administré. Et en fait, on s'aperçoit que peut-être on se retrouvera un petit peu au milieu. Alors, pour compléter ce qu'a dit Peter, il a parlé des clinicaltrials.gov. Eh bien, ce lien vous permettra, que vous retrouvez d'ailleurs dans le guide, vous permettra d'avoir un grand nombre d'informations précieuses depuis 2005. Si on veut procéder à un essai, il faut en fait enregistrer, déclarer cet essai. Et nous avons donc cette formidable base de données de tous les essais cliniques qui ont été lancés. Il est donc très intéressant d'examiner cette base de données parce que cela permet de savoir quel essai est encore en cours, dans quel hôpital ou centre hospitalier, universitaire, alors que dans le cas russe, en fait, on a quoi? Une adresse Gmail qui permet de se renseigner sur le protocole appliqué. Voilà, là aussi, vous retrouverez cela dans le guide. Je pense que cela nous amène en fait à la prochaine question. Dans quelle mesure les articles universitaires sur l'efficacité du médicament sont-ils fiables et quels sont les critères les plus importants qui doivent être pris en compte par les journalistes quand ils évaluent la fiabilité des sources universitaires? Serena? Alors, c'est vraiment une question difficile. Encore une fois, je vais me répéter, lisez notre guide. C'est pas quelque chose, une compétence qu'on peut acquérir du jour au lendemain. C'est pas comme si je pouvais donner une réponse et ensuite vous serez en mesure d'exercer, de savoir si effectivement une recherche universitaire est de bonne qualité ou pas. Il faut vraiment s'intéresser à la conception de l'essai et de l'étude. Et il faut par exemple savoir s'il s'agit d'une étude d'observation, dite d'observation. Nous savons que les études d'observation sont, de par leur conception, susceptibles de subir l'interférence de biais, d'avoir un bruit de fond. Alors que si la méthodologie, par exemple, est en double aveugle randomisé, vous aurez effectivement une élimination plus forte des biais possibles. Il faut donc en fait avoir une solide base méthodologique et à partir de là, vous savez à quoi vous avez affaire et cela vous permettra donc d'évaluer la qualité des preuves apportées ou des faits cliniques. Et oui, c'est extrêmement chronophage parce qu'il y a tout un... il y a tant d'études qui sortent que on finit par parfois être un peu noyé. Donc encore une fois, faites le travail de fond, lisez le guide et allez-y étape par étape. Peter? Oui, ce que j'aimerais ajouter, c'est que je privilégierais quand même ce qui est publié par une revue scientifique et ça me paraît déjà mieux qu'un communiqué de presse. Et je vous réfère ici au projet RIAT, à savoir ressusciter les essais cliniques abandonnés ou en suspens.
En effet, la littérature disponible n'est pas exhaustive. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tous les essais conduits ne sont pas toujours publiés, mais les essais qui atteignent le stade de la publication sont pour la plupart fiables, mais là encore, ce n'est pas à 100%. Et un certain nombre de choses qui se trouvent publiées peuvent être en fait biaisées ou induire en erreur. Donc déjà, il s'agit de savoir si c'est publié dans un journal scientifique avec une évaluation par les pairs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut également que les données de l'essai soient communiquées afin que l'on puisse donc se faire une idée par soi-même et procéder à la réinterprétation des données. Parce que c'est évidemment impossible si on n'a pas les données. Il ne s'agit pas de croire sur parole tel expert qui vous affirme ceci ou cela. Non, il s'agit d'aller regarder les faits scientifiques et ensuite d'être en mesure de procéder à leur interprétation. Je vois là une autre question qui est un peu plus technique et elle est sans doute, c'est sans doute à Beta qui la répondra. Quelle est votre opinion sur les effets secondaires sévères? Ils n'apparaissent pas dans les communiqués de presse et les médias ne se sont pas concentrés sur ces effets secondaires. Est-il possible que certains de ces effets secondaires soient critiques, mettent en danger la vie du patient et comment en savoir plus? Alors, dans le cadre du communiqué de presse de Moderna, il a été dit que 9% des individus ont une myalgie de grade 3, 10% avaient la degré. Je crois que c'était moins élevé dans l'étude de Pfizer, 3,8% de céphalée. Troisième degré, cela signifie que l'effet secondaire était assez grave pour prévenir une activité quotidienne. Il nous faut des données pour répondre à ces questions. Voilà ma réponse. Alors, personnellement, je suis préoccupé par cette haute fréquence d'événements, d'effets secondaires. 10%, c'est une personne sur 10. Donc cela veut dire, pour un événement de 3e degré, donc ça veut dire qu'un événement de 2e degré touchera bien plus qu'une personne sur 10. Apparemment, plus de données vont être mises à notre disposition. Alors, pour ce qui est des réactions modérées à un vaccin, eh bien, elles sont fréquentes, bien plus fréquentes dans le groupe placebo. Donc cela nous permet de faire quelques prévisions bien informées et nous permet d'identifier quels sont les participants qui ont reçu le vaccin ou le placebo. Mais si le profil des personnes qui sont dans le groupe placebo et le groupe vaccin est complètement différent, eh bien, il est plus difficile d'obtenir ce type de réponse. Donc, les données sont essentielles pour répondre à cette question. Alors, dans l'article d'opinion que j'ai écrit il y a quelques semaines, je me suis penché sur ce sujet en particulier et j'ai dit qu'il nous fallait davantage de données pour pouvoir répondre à cette question. Prochaine question. Toutes les données sont-elles transmises dans le cadre de la demande d'approbation à la Votre question, est-ce que vous savez si des individus en maison de retraite ont été testés? Alors la FDA peut demander ce qu'elle veut. La FDA, c'est bien connu, peut mettre ses mains sur tout ce qu'ils veulent. Bon, après, tout, eh bien, cette définition
dépend de la personne qui est chargée de collecter ces informations. Mais comparé aux régulateurs européens, eh bien, la FDA reçoit des informations plus détaillées, plus granulaires que les autres réglementaires. Et la FDA a la capacité de recherche pour analyser des données au niveau du patient. Et d'autres régulateurs n'ont pas forcément cette capacité. Certaines analyses que j'ai mentionnées vis-à-vis de l'identification de problèmes au niveau patient ne sont possibles que si vous avez ce type de données. Alors, à ma connaissance, ils n'ont pas encore donné d'informations quant au lieu d'où venaient les patients. Je crois que Moderna sont les meilleurs en matière d'information géographique, donc ils vous disent de quelle race, de quel âge, etc. Donc on connaissait le nombre de personnes qui avaient plus de 65 ans. Mais je n'ai rien vu à propos des maisons de retraite. Alors, prochaine question. En tant que journaliste travaillant sur le secteur médical, comment peut-on ménager un équilibre entre le scepticisme envers les communiqués de presse sur la sécurité des vaccins, tout en contrebalançant les points de vue des mouvements anti-vaccins? Donc, notre rôle est de creuser ces questions. C'est de remettre en question toutes les déclarations qui nous sont envoyées par le biais de communiqués de presse. Et là, je pense à des ont accès à toutes ces... Quoi cela importe est important pour eux, pour leur sécurité et leur santé. En fin de compte, quant au groupe anti-vaccin, eh bien, je pense que cette tendance est imputée au mauvais journalisme, à la mauvaise science et aux mauvaises politiques publiques. Oui, les citoyens ont le droit de se poser des questions. Nous l'avons dit, les vaccins doivent être sûrs, car souvent, ils sont administrés à des groupes sains. Donc, il faut que ce vaccin soit sûr. Pardon, on administre ce groupe à des personnes vulnérables en général. Et donc, si je suis vulnérable et que je suis vacciné, le problème, c'est que le niveau de sécurité n'est pas très élevé en la matière, tel qu'il a été fixé par les régulateurs. Je pense qu'il faut répondre à... Donc, c'est la seule façon qui nous permettrait... Bien. La question suivante. Quel est le rôle journaliste quand il mène l'enquête sur les politiques par rapport aux qui ont été testés positifs, est-ce qu'enfants seront vaccinés en dernier, etc. Contracts, if it's possible, normally they are at one point, 10 years ago it happened, they were leaked to the press. So we could look at the contracts. We need to look at... ont été fuités. Et donc là, on a pu examiner les contrats, on a pu voir quelles étaient les responsabilités juridiques acceptées par les entreprises pharmaceutiques. Rendons-nous bien compte que ce sont des milliards qui sont en jeu sur ce vaccin anti-Covid-19. Il va bien aussi s'intéresser aux effets sur les systèmes de santé publique. Il y a donc tout un éventail de questions. Et désolé si je suis ici un peu direct, mais je ne suis pas certaine
que la question de savoir quel groupe de population sera vacciné en premier soit fondamentale. En effet, cela dépend très largement de chaque système de santé, selon les priorités de chaque pays. Ils vont faire ce qu'ils vont pouvoir. Nous savons qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que les personnes les plus vulnérables seront vaccinées en premier, donc les personnes en mauvaise santé, facteurs de comorbidité, les personnes les plus âgées. Rappelons-nous que si vous vivez dans une maison de retraite, c'est que vous avez perdu votre autonomie et donc que vous êtes déjà dans un état de santé relativement dégradé. Donc, c'est quelque chose ici de préoccupant et que nous a bien montré d'ailleurs la présentation de Pete. Et la question donc, c'est ce vaccin qui serait administré d'abord aux plus vulnérables, est-ce qu'il a été testé sur cette population? C'est ça la question en réalité. Et il me semble que c'est à cela que nous devrions consacrer nos efforts. Alors, je ne sais pas si nous avons encore le temps pour une dernière question, mais la voici quand même. Est-ce que la sécurité des vaccins est examinée par des pays tiers, c'est-à-dire ni les États-Unis ni l'Europe? Comment est-ce que les journalistes... Est-ce que vous pourriez répéter la question? Demande Serena Tinari. Est-ce qu'en dehors des États-Unis et de l'Europe, donc avec leurs autorités respectives, est-ce que d'autres pays vérifient en fait la sécurité des vaccins en fonction des premières campagnes de vaccination? Donc, est-ce qu'il faut là en revenir aux données cliniques ou est-ce qu'on peut le faire dans son propre pays? Alors, je vous renvoie de nouveau, excusez-moi, au guide par rapport à la sécurité des médicaments. Il y a un système mondial de reporting des effets secondaires critiques. Il y a là une agence de santé qui est basée en Suède qui centralise les données. Donc, il y a un devoir de transmission, de déclaration. Et cette agence, chaque agence nationale de pharmacovigilance rapporte les incidents à l'agence suédoise en question. Et en réalité, les sources sont multiples. Ça peut être le laboratoire pharmaceutique, le patient, le médecin traitant, etc. Une fois que ces données sont transmises, elles sont vérifiées pour leur validité et ensuite transmises au centre d'Uppsala. Cela veut donc dire que les journalistes peuvent trouver un certain nombre d'informations et là encore, le guide vous explique exactement comment travailler avec les données qui sont recueillies par Uppsala. Peter, et ensuite je redonnerai la parole à Stéphane. Merci, Eunice. Alors, je suis en train de taper comme un fou pour essayer de répondre au plus de questions possibles dans les questions-réponses. Merci beaucoup, Eunice, d'avoir repris certaines questions du public. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. J'aimerais remercier le public. J'aimerais aussi très chaleureusement remercier nos deux experts, Serena et Peter. Avant de vous dire au revoir, je vous invite à notre prochain webinaire. Les deux derniers pour 2020 auront lieu les 8 et 15 décembre. Vous aurez Hank Van Hess, c'est le séminaire qui participera au séminaire du 8 décembre à 9 h du matin. Et puis surtout, n'hésitez pas de suivre en fait notre fil Twitter ainsi que le site web du GIJN pour plus d'informations. Merci beaucoup, une excellente journée à toutes et à tous.